Et pour commenter les premières estimations de cette élection, nous sommes avec Nadia Chaban. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une ancienne députée de la Constituante. Vous êtes issue du parti de gauche El Massar. Bienvenue sur notre plateau. Alors peut-être d'abord une première réaction sur l'élection donc annoncée, sur ces premiers chiffres qui donnent Kais Saied vainqueur. On a vu arriver, je veux dire, ce chiffre ne m'a pas du tout surpris, ce résultat ne m'a pas surprise du tout. Tout de suite après le débat qu'il y a eu vendredi, on a bien vu que les écarts allaient se creuser. Pourquoi ? En quoi le débat a impacté le résultat d'aujourd'hui ? Déjà, il a montré deux personnages qui étaient très éloignés en termes de culture, en termes de posture, en termes de capacité de répondre. Donc il y avait vraiment un écart extrêmement important. Et Nabil Karoui, que certains présentaient comme étant l'homme qui avait réponse, en tout cas sur les questions économiques et autres, a été en deçà de tout, quoi. Je veux dire, il a surtout démontré de son inculture totale des institutions, du fonctionnement de l'État et de la Constitution et autres. Donc, même ceux qui étaient dans l'hésitation et qui n'arrivaient pas à se situer et autres, ça a permis un tout petit peu d'éclairer les votes pour beaucoup, en tout cas, de gens. Mais de toute façon, on a bien vu qu'il y a quand même le résultat, pour moi, incarne quelque chose d'extrêmement fort et puissant, puisque les gens ont voté contre la corruption quelque part. Ils ont voté contre un système clientéliste, fraudeur, qui ne s'est jamais préoccupé réellement des questions de fond, et aussi sur... donc, à ce niveau-là, Karoui incarnait un peu ce système qui était rejeté. Oui, parce que Karoui, peut-être il faut le préciser, n'est pas un nouveau venu dans le système politique tunisien, puisqu'il a fait partie de Nida Tounes, qui avait porté au pouvoir l'ancien président, Béji Caïd Essebsi, alors que Kais Saied, lui, est effectivement un homme plutôt neuf en politique. Il n'a d'ailleurs pas de parti, ce qui est... Karoui, lui, a son parti. Il a fait campagne sur ses propres fonds. C'est donc, vous diriez que c'est vraiment l'incarnation du dégagisme qui est encore fort en Tunisie ce soir. Tout à fait. Il y avait une 8 ans après la Révolution. C'est-à-dire qu'il y a une attente extrêmement forte de la population sur des réponses claires sur les questions économiques et sur les questions sociales. Et jusqu'à maintenant, on s'en est pas du tout préoccupé. Autant les 3 premières années, on était dans la rédaction de la Constitution, les choses étaient acceptables et acceptées par la population, donc ils ont patienté. Mais autant les 5 dernières années, et tout un mandat où il ne s'est rien passé pour eux. Donc forcément, au contraire, il y a une paupérisation de la population encore plus importante et en même temps une diffusion de la corruption et de la fraude et du clientélisme encore plus accentuée et beaucoup plus importante. Donc c'est quelque part un vote de rejet de tout ça aussi. Alors, ce soir, on a entendu quelques partisans de Nabil Karoui exprimer leur sentiment d'injustice en disant que leur candidat n'avait pas pu faire campagne, qu'il était resté 45 jours en prison, qu'il est sorti seulement mercredi et finalement il est sorti de prison juste pour faire le débat. Est-ce que vous diriez, comme certains, qu'il y a eu une instrumentalisation de la justice dans cette élection présidentielle ? En tout cas, il s'est passé quelque chose du côté de la justice, bien évidemment. Et la justice tunisienne a aujourd'hui un travail à faire également de lutte contre la corruption à l'intérieur de ce corps qui, en 7 ans, n'a pas donné suffisamment de gages pour dire elle est complètement indépendante et elle est souveraine. Aujourd'hui, moi je fais partie des gens qui me suis battue pour l'indépendance de la justice, pour mettre en place des mécanismes d'indépendance au niveau de la Constitution. Et jusqu'à maintenant, je suis un peu sur ma faim parce que je me suis rendu compte qu'on était face à quelque chose d'extrêmement corporatiste où les dysfonctionnements, les dérapages, les atteintes aux libertés et autres étaient tus à l'intérieur de ce corps, et en même temps, on n'a pas vu quelque chose qui pourrait s'apparenter à du waiting, en tout cas par rapport à ce corps, qui est aussi gangréné par la corruption, comme toutes les institutions en Tunisie, par ailleurs. Concrètement, vous voulez dire que vous contestez aussi les conditions Est-ce que vous contestez les conditions dans lesquelles Nabil Karoui a été arrêté parce qu'il est soupçonné de fraude fiscale, mais il n'a pas été jugé ni condamné Moi, c'est les timings, c'est les coïncidences au niveau des calendriers, on n'a pas réussi à faire passer une loi, du coup on passe par d'autres procédés, et tout ça n'est pas du tout convaincant quant à l'indépendance de la justice. Après,
moi, sur le fond, je veux dire, c'est une personne qui est poursuivie, qui a une chaîne de télé qui n'est pas en conformité par rapport à la loi non plus depuis des années. Donc, de toutes les manières, la question... effectivement, son incarcération au moment de la campagne électorale reste une tache noire dans cette campagne, qu'on le veuille ou pas. Et la justice a un rôle dans ça. Alors, elle a voulu démontrer de son indépendance, mais en fait, est-ce qu'elle l'a démontré? Non, moi je pense qu'elle n'a pas été du tout convaincante à ce niveau-là. Peut-être une dernière question quand même concernant Nabil Karoui. C'est vrai que c'est un homme qui est patron d'une très grande chaîne de télévision en Tunisie, Nesma TV, qu'on le voyait beaucoup sur ses antennes et que finalement c'est ça qui lui donnait, en tout cas on le présentait comme un homme populaire. Là, aujourd'hui, les chiffres, s'ils sont confirmés, montrent que pour lui, c'est un fiasco, cette élection présidentielle. Comment expliquer ce paradoxe apparent? Un homme très populaire qui ne réussit pas à transformer l'essai face à Kais Saied, présenté pourtant comme un ultra-conservateur. Je voulais juste quand même préciser que les deux étaient en campagne depuis quelques années. Un au travers de son association et de sa chaîne télé, et l'autre au travers de son... puisqu'il a parcouru, en tout cas, les rues et les villes pendant des mois et des mois et des mois. Mais en même temps, on a bien vu que c'est pas une question de communication uniquement, c'est pas une question de... Je veux dire, les gens sont dans l'attente de vraies réponses. Les gens sont dans l'attente d'une forme aussi de rectitude, de droiture. Et on est très très loin, je veux dire, Nabil Karoui incarne réellement l'ancien régime, les travers de tout ce qui ne va pas bien en Tunisie, et ça n'a pas été suffisamment, en tout cas ça n'a pas été payant pour lui, en tout cas, et ça n'a pas été convaincant pour la majorité des Tunisiens, parce qu'il n'incarne pas la rupture ni le changement, il incarne au contraire perdurer le même système avec les mêmes passe-droits, le même clientélisme, et plutôt catastrophique pour la population dans son ensemble. C'est pas à coup de charité qu'on règle les problèmes du pays. Et il pensait qu'à coup de charité, il allait pouvoir... parce que c'est ça, il a passé 3 années à distribuer des colis et à sillonner les ruralités, à distribuer des colis. Mais bon, ça suffit pas. Ça vous donne pas un contenu, ça vous donne pas un programme, et ça vous donne certainement pas une réponse politique au malaise que traverse le pays et au changement attendu. Alors justement, à propos de contenu, on a un homme qui serait élu président de la République, Kais Saied. Sur son programme, on sait peu de choses finalement. On sait par exemple qu'il veut dissoudre l'Assemblée nationale, en tout cas que cette Assemblée nationale, cette assemblée des représentants du peuple ne lui convient pas. Qu'est-ce qu'il faut imaginer pour la suite, puisque les législatives viennent de se produire? Effectivement, quand on parle du programme de Kais Saied, on se pose beaucoup de questions parce qu'on ne sait pas très bien, on n'arrive pas à bien saisir. Ce qu'on a compris en tout cas de son programme, de ce qu'il a annoncé, de ce qu'il a défendu lors du débat, c'est qu'il allait proposer énormément de textes de loi. Donc moi j'ai l'impression que le Carthage va se transformer un peu, le président va se transformer un peu en législateur puisqu'il va proposer. Et donc, mais le problème, c'est qu'il n'a pas de parti. Et donc, qui va voter les lois qu'il va proposer? Est-ce qu'il a une majorité? C'est pas parce qu'il y a une majorité de partis présente aujourd'hui à l'ARP qui l'ont soutenu au 2e tour et qui ont, en tout cas, appelé à voter pour lui au 2e tour que c'est garanti qu'il ait les voix. Parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes projets. Je veux dire, moi, je ne vois pas du tout un certain nombre de partis ayant appelé à voter Kais Saied être prêts aujourd'hui à changer radicalement de régime politique ou à aller vers ce qu'ils souhaitent en termes de décentralisation totale. Alors oui, justement, vous parlez des partis qui ont voté pour lui. Est-ce qu'on a une image un petit peu plus précise ce soir de tous les reports de voix qui ont pu se faire et du profil des personnes qui ont voté pour Kais Saied? Alors, ce qu'on sait, c'est quasiment tout le spectre politique tunisien a voté pour Kais Saied. C'est-à-dire aussi bien les islamistes que des gens de gauche. Et on retrouve un peu un échantillon très très large de la population. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les moins de 25 ans étaient à 90%, dans les estimations en tout cas sorties des urnes, à avoir voté pour Kais Saied, et les moins de 44 ans, 83%. Ce qui fait que c'est quand même l'électorat le plus jeune et aussi un électorat beaucoup plus scolarisé. Et sur la scolarité aussi, on retrouve le plus scolarisé qui a voté Kais Saied. Donc c'est des gens qui sont dans l'attente d'un changement et d'une rupture, ça c'est clair. Après,
tous ceux qui ont voté Kais Saïed ne partagent pas forcément ces idées en termes de réforme ou en termes de projet ou de programme. Ils ont aussi voté contre la corruption. C'est-à-dire c'est un vote par défaut pour une partie. Donc on se retrouve quand même sur un score extrêmement important, mais qui ne reflète pas un soutien en termes de contenu proposé qui soit concordant. On le dit. C'est le rejet de Karoui. C'est le rejet qui aurait amené Kais Saïed à la tête du pays. C'est une partie de l'électorat, pas la totalité de l'électorat, bien évidemment. On le dit très proche des islamistes, on le dit très proche des islamistes. En 2014, on avait vu que Béji Caïd Essebsi avait fait une alliance justement avec les islamistes d'Ennahda. Est-ce que vous pensez que cette fois, à nouveau, Kais Saïed, qui, vous l'avez précisé, n'a pas de parti, pourrait s'allier à nouveau avec Ennahda pour monter un gouvernement, puisque l'ARP, l'Assemblée des représentants du peuple, est complètement éclatée. Hein. On a eu les résultats la semaine dernière, et la première force, c'est Ennahda. Lui, il est amené surtout à respecter la Constitution, à désigner un Premier ministre qui corresponde au premier parti qui a gagné les élections, à savoir NAV. Donc ce n'est pas une question qu'il ait envie ou qu'il n'ait pas envie. Je veux dire, il y a une procédure qui est déjà mise en place dans le cadre constitutionnel, et il va respecter et il sera le président de tous les Tunisiens, et pas le président d'une coalition ni d'un parti. Par la suite, est-ce que ça va bien fonctionner au niveau des deux têtes de l'exécutif? Ça, on va voir au fil du temps. Déjà, quelle majorité va se dégager? Parce que pour le moment, on a à peu près 3 coalitions possibles. On ne sait pas exactement comment les tractations vont se mener pour un gouvernement. En tout cas, il y a plusieurs scénarios qui sont avancés. Et donc, par la suite, on verra comment ça va fonctionner au niveau des deux têtes de l'exécutif. Mais par contre, il va jouer un rôle beaucoup plus intrusif, si je puis dire, puisqu'il a décidé de proposer des projets de loi qui vont parfois à l'encontre de ce que portent les partis qui ont appelé à voter pour lui aujourd'hui. Donc on va... par contre, moi, dans le débat national qui a eu entre les candidats, il a dit quelque chose qui, pour moi, un peu ambigu. C'est-à-dire, on lui a posé la question dans le cas où ces projets ne passaient pas. C'est-à-dire, ce qu'il propose comme texte de loi serait refusé au niveau de l'Assemblée. Sa réponse a été un peu ambiguë, puisqu'il a dit « le peuple tranchera et ils seront responsables devant le peuple ». Est-ce que ça veut dire en part... Dans le style, ça peut être à nouveau un régime présidentiel fort. Est-ce qu'il va faire appel à la population pour qu'elle conteste la chose, ou bien est-ce qu'il parle de dissolution? De quoi il parle? On ne sait pas. Mais de toute façon, il ne peut pas dissoudre en permanence. De toute façon, il peut le faire que 2 fois dans son mandat. Donc, de toutes les manières, c'est quelque chose qui est limité aussi constitutionnellement. Là où moi, je suis confiante et je suis optimiste, c'est que je sais que c'est un homme de droit et qui, à un moment ou à un autre, obligera au respect de la loi et lui-même est légaliste. Donc, de toutes les manières, on sera sur quelque chose où on fera peut-être la réconciliation des Tunisiens avec les institutions, avec la loi, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai souci à ce niveau-là, au niveau de l'autorité de l'État et au niveau du respect de la loi. Nadia Chaban, on a eu une campagne électorale totalement imprévisible, avec un très grand nombre de candidats, une assemblée de représentants des peuples complètement éclatée. Oui. Campagne inédite aussi dans la façon de mener campagne. Hein. Vous avez dit, enfin voilà, là par exemple, on voit un candidat qui n'avait pas de parti. Vous avez dit que les 2 candidats étaient pourtant malgré tout en campagne depuis longtemps sur le terrain. Ils étaient donnés favoris dans les 5 premiers depuis le début des sondages. Mais d'autres étaient également donnés favoris. Est-ce que vous analysez ça comme une vitalité de la démocratie tunisienne? C'est une démocratie en marche. C'est quelque chose qui est en train de se construire. Je veux dire, la Tunisie sort quand même, ça fait 8 ans qu'on est un peu dans ce processus de révolution et qu'on n'est pas encore dans le post-révolutionnaire. On est encore en train d'édifier cette démocratie. Et les Tunisiens ont vécu 50 ans d'oppression et de non-participation à la vie. Ce que vous voyez ce soir, ça vous laisse penser qu'il y a une vitalité malgré tout de la démocratie tunisienne? Mais c'est comme toute mutation dans une société ou tout changement radical dans une société, il faut du temps. Et ça passe par des hauts et des bas, forcément. Donc on est arrivé à des choses extrêmement fortes en 2012-2013 en termes de contestation, de remise en cause de l'islam politique,
de réduire un peu le champ d'action et d'intervention de Nada à ce moment-là. Après, on est rentré dans quelque chose qui était un peu plus mou, parce que c'est un mandat qui était imposé aussi par des conflits politiques et au niveau d'un dysfonctionnement au niveau de la tête de l'État, des exécutifs, entre Beji Caïd Essebsi et Yousseff Chait, qui ont sclérosé et enrouillé un peu la machine. Et là, on repart sur autre chose. Donc, de toutes les manières, moi, je reste optimiste sur le fond. Hein. Merci beaucoup, Nadia Chaban, ancienne députée de la Constituante, issue du parti de gauche, El Massar. Merci à vous. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le second tour de la présidentielle en Tunisie. Vous pouvez retrouver tous nos articles sur la présidentielle sur notre site internet et bien sûr dans nos prochaines éditions.